Pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va traiter le chapitre 4 sur les effets électroniques. Alors c'est un chapitre important. Pourquoi? Parce que l'étude des effets électroniques nous permet de déterminer les sites qui sont chargés positivement et des sites qui sont chargés négativement dans une entité chimique. Ça, c'est très important parce qu'il va nous permettre de prévoir la réactivité chimique d'une entité. Donc, on commence par l'effet inductif. Et avant cela, donc, on va faire un rappel sur la polarisation des liaisons. Alors, psita, la liaison symétrique. Alors, lorsque les liaisons covalentes unissent deux atomes identiques, donc le double électronique, il est partagé équitablement entre deux atomes. Par exemple, si je prends la molécule d'H2, le double électronique qui est sur la liaison entre les deux atomes d'hydrogène, il est entre les deux atomes. Par conséquent, le moment dipolaire est nul. La même chose si je prends la molécule d'éthane. On a ici des liaisons C entre les deux carbones C1 et C2. Voilà, le double électronique, il est partagé d'une façon symétrique entre les deux atomes. Donc on dit que la liaison, elle est symétrique, ou bien il est apolaire. Et ça nous permet de déduire, par exemple pour les hydrocarbures, qui contiennent que des carbones et des hydrogènes, donc ils sont des molécules, bien des solvants qui sont apolaires. Alors maintenant, c'est B, la liaison symétrique. Alors dans le cas où les deux atomes ne sont pas identiques ou bien ayant des électronégativités différentes, par exemple pour la molécule d'HCl, voilà, on a l'électronégativité de chlore est très élevée par rapport à celle de l'hydrogène. Donc, le double électronique qui assure la liaison entre l'hydrogène et le chlore, il est attiré de côté de chlore. Donc, on dirait que la charge électronique, la densité électronique autour de l'atome de chlore est plus importante que autour de l'atome d'hydrogène. Donc, ça revient à dire, c'est comme on a une charge partielle négative sur le chlore et une charge partielle positive sur l'atome d'hydrogène. Donc on dit que la liaison, il est dissymétrique ou bien il est polaire. Pourquoi? Parce qu'on a un pôle négatif sur le chlore et un pôle positif sur l'hydrogène. Ce qui va induire un moment dipolaire pour la molécule. De même, si je prends la molécule du méthanol, si je considère la liaison carbone-oxygène, elle est une liaison polaire. Pourquoi? Parce que l'oxygène il a une électronégativité plus importante que le carbone. Donc, le double électronique entre l'atome de carbone et l'oxygène, il est attiré vers l'atome d'oxygène. Et par conséquent, la densité électronique autour de l'atome d'oxygène est plus élevée que autour de l'atome de carbone. Et donc aussi comme on a une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge positive sur l'atome de carbone. Donc on dit que la liaison elle est apolaire ou bien elle est asymétrique. Alors la base de l'effet inductif, comme on vient de voir, c'est l'électronégativité. Alors qu'appelle-t-on l'électronégativité? Alors l'électronégativité, c'est la capacité d'un atome engagé dans une liaison chimique à attirer vers lui le double électronique de la liaison chimique. Alors, différentes échelles ont été établies pour l'électronégativité des atomes. Là, je vous donne un exemple. Voilà l'électronégativité selon l'échelle de Paulin. Alors, j'ai pas mis tous les atomes de tableau périodique, les éléments de tableau périodique. J'ai mis les atomes qu'on rencontre
le plus souvent de la chimie organique. Alors, l'atome central, c'est le carbone et l'hydrogène. Alors, pour le carbone, on a une électronégativité de 2,55 et pour l'hydrogène, 2,20. Donc, ils sont relativement proches. Donc, on considère que la liaison carbone-hydrogène n'est pas polaire, même s'il est légèrement polaire. Donc, on la considère, c'est une convention, voilà, c'est le point de départ de raisonnement, c'est ça. Donc, on considère que la liaison carbone-hydrogène, elle est apolaire. Alors maintenant, si je compare, voilà, l'azote par rapport au carbone, c'est l'azote est supérieur, carbone supérieur et fluor. Alors, d'une façon générale, on peut dire que ça augmente ici, voilà, de à peu près 0,5. Voilà. Alors, le fluor, c'est l'élément qui a l'électron la plus élevée, donc c'est à peu près C4. Alors, lorsqu'on descend le long de colonne, bien sûr, l'électronégativité, elle diminue. De même, alors, selon en période, lorsqu'on avance, voilà, de gauche à droite, voilà, il diminue. Il augmente, voilà. Donc, ce qui est important, voilà, c'est savoir l'électronégativité de carbone et savoir que les halogènes sont des éléments très électronégatifs. L'oxygène aussi, c'est très électronégatif. Et on a ici, pour les éléments qui sont électropositifs, voilà, donc, lithium, sodium, beryllium, magnésium, etc. Donc, généralement, c'est les atomes qu'on rencontre, voilà, dans les molécules organiques, généralement. Donc, c'est un tableau récapitulatif, voilà, des électronégativités des atomes. Alors maintenant, qu'appelle-t-on l'effet inductif? Alors, dans une molécule, les atomes s'influencent mutuellement par suite de la polarisation des liaisons. Donc, l'effet inductif qu'on symbolise par un grand I, c'est quoi? C'est la transmission de la polarité aux atomes voisins par des liaisons sigma. Alors, exemple. Alors, si je considère la molécule de CH3Cl, j'observe la liaison entre le carbone et Cl. Voilà. Donc, on a dit le chlore est plus électronégatif que le carbone. Donc, on va voir une charge partielle négative sur le chlore et une charge partielle positive sur le carbone. Alors, maintenant, si je suis le méthyle par un éthyle, voilà. Donc, on va voir la même chose, une charge partielle 2 sur le chlore et une charge partielle sur une charge partielle négative sur le chlore et une charge partielle positive sur le carbone. Maintenant, est-ce que les deux charges, est-ce qu'ils sont identiques? Non. Pourquoi? Parce que l'effet inductif de CH3, il n'est pas le même que l'effet inductif de C2H5. Là, donc état 2, voilà, il va être supérieur à état 1. Ça veut dire que la liaison ici, dans le cas CCl, il est plus polaire que la liaison dans CH3Cl. Pourquoi? Parce que l'éthyle, il a un effet plus important que celui du méthyle. Alors maintenant, la nature de l'effet inductif. Donc, on distingue l'effet inductif positif plus I quand le groupement polarisant est électropositif et l'effet inductif négatif moins I lorsqu'il est électronégatif. Donc, on peut classer les groupements en fonction de leur nature, soit moins I, c'est-à-dire les substitutions électroattracteurs, ou bien les substitutions électrodonneurs plus I. Alors H, c'est la référence. C'est-à-dire H, on considère que H, il a un effet nul, un effet inductif nul. Donc on a besoin toujours de définir une référence pour construire un raisonnement. Alors si je prends ici les électroattracteurs, nous avons bien sûr, ils vont être électronégatifs, X, les halogènes, fluor, chlore, bromure, iode, OH, il y a un oxygène électronégatif que le carbone, l'azote, pour NH2, voilà, NO2, CN, COH, CO2H, etc. Et
des ions positifs, voilà, il y en a plus, il y a plus, etc. Alors, de côté des substituts électrodonneurs, on va trouver tous les alkyles, méthyle, éthyle, etc. Voilà, donc tout groupement alkyle, voilà, il est électrodonneur. Et bien sûr, les métaux qui sont électropositifs, lithium, sodium, potassium, etc. Alors, exemple 1, soit la molécule de CH, voilà, isobutyl, voilà, brome, voilà, et la molécule avec NO2. Donc, nous avons l'effet de Br et l'effet de NO2. Donc, la liaison CNO2, il est plus polaire que la liaison CBr. Pourquoi? Parce que tout simplement, le groupe NO2, il a un effet moins I plus important que l'effet moins I de brome. Exemple 2. Alors maintenant, si je joue sur la nature de R, voilà. Alors, là, le groupement tertiobutyle, là, il va avoir un effet inductiplisé plus important que le groupement isopropyle, que le groupement méthyle. Voilà, donc la liaison Cl, carbone Cl ici va être plus polaire que la liaison CCl dans l'exemple 2, que la liaison CCl dans l'exemple 3, de la molécule 3. Alors, application. Par exemple, dans le cas des acides organiques. Alors, nous savons que les acides organiques sont des acides faibles, donc il y a un équilibre, voilà, en présence d'H2O, donc on va former H3O+, et on peut aller dans le sens 2, voilà, moins H2O, on revient à l'acide. Donc c'est un équilibre, donc leur nature, c'est des acides faibles. Mais quand même, on peut comparer, d'accord? Donc un acide est de temps plus fort, donc s'il se déplace dans le sens 1, s'il libère, ben c'est produit des ions H3+, voilà, facilement. Alors, si on raisonne maintenant d'un point de vue électronique, ça veut dire qu'il faut que le carboxylate, l'ion carbo, soit stabilisé par les effets électroniques, c'est-à-dire soit stabilisé par la nature de R. Donc, si le carboxylate est stabilisé par les effets électroniques de R, donc l'acide, il va se déplacer dans le sens de formation de carboxylate qui est stabilisé et des ions H3O+, et par conséquent, il va être plus acide. Alors, il y a une règle générale sur les effets électroniques. C'est-à-dire, c'est une base de raisonnement. Donc, un excès ou un déficit de charge électronique est un facteur d'instabilité pour toute entité chimique. C'est-à-dire, tout excès, qu'il soit positif ou négatif, c'est un facteur d'instabilité pour l'entité. Par conséquent, tout effet électronique qui compense l'excès ou le déficit de charge électronique porté par une entité chimique contribue à sa stabilisation. Alors ça, c'est la règle générale qui nous permet de raisonner. C'est-à-dire, c'est comme une hypothèse de... Alors, on applique ça pour des acides carboxyliques. Maintenant, CR est un groupement électroattracteur. Voilà. Donc voilà, il attire la charge, permet d'attirer, d'accord, vers lui ici. Donc par conséquent, le carboxylate ici, donc il va donner de la charge, d'accord. Et puisqu'il va donner de la charge, donc là j'ai un excès de charge, c'est une charge négative. Donc R, il contribue quand même à diminuer la charge, il compense l'excès de charge ici négative. Donc par conséquent, l'anion, il va être relativement stabilisé par R, par l'effet électronique de R. Et par conséquent, l'acide va être plus acide. Voilà, donc la réaction va être dans le sens de la production de carboxylate et H3+. Maintenant, si R est un groupement électrodonneur, voilà, il a un effet plus I, voilà, R, donc il va donner la charge, là nous avons l'anion ici, donc il est déjà chargé, un excès de charge, on va lui rajouter de la charge,
Donc c'est quelque chose qui va être déstabilisant pour l'anion. Et donc le carboxylate va être moins stable, d'accord, et il aura tendance à ne pas se former. Donc l'équilibre va se déplacer dans le sens contraire. Donc on va avoir la consommation des ions H3+, et par conséquent, l'acide va être moins acide que l'acide formique. Alors, exercice. Alors, classer par ordre d'acidité décroissante les acides organiques suivants. Voilà. Alors là, on doit revoir seulement le groupement. Alors là, j'ai un CH2F, CH2Br, le groupement tertio isopropyl, là CH2Cl et là CH2CH3. Donc la différence c'est ça, c'est le groupement là, c'est F ici, Br, chlore, voilà, et isobutyl et ici. Alors, la base de raisonnement c'est que j'ai le fluor, le brome et le chlore, ce sont des atomes qui sont très électronégatifs. Donc ils vont avoir un effet moins I, donc ici moins I et moins I. Et par conséquent, ils vont transmettre la polarité aux atomes voisins. Donc les acides ici, donc ils vont être la nature de R ici, CH de Br, CH de Cl et CH de V, elle est moins I. Donc, par conséquent, l'acide va être plus acide. Mais au sein des trois, quel va être le plus acide? Donc, ça revient à comparer l'électronégativité de fluor, de brome et d'iode. Comme le fluor est plus électronégatif que le brome, que le chlore, et le chlore est plus électronégatif que le brome, donc le classement est simple. Donc, ça, c'est le premier, suivi par le CH2Cl et suivi par brome. Après, nous avons les deux groupements méthyle et isopropyl. Ils ont un effet inductif plus I, donc ils vont déstabiliser la formation déstabiliser le carboxylate et par conséquent, l'acide va être moins acide que l'acide formique. Donc après, on va voir ici un gap. Donc les trois, et l'autre, ils vont arriver vraiment, mais très très faiblement acides. Et si je compare entre les deux, alors là j'ai un méthyle, et là j'ai un isopropyl. Donc l'isopropyl, il a un effet plus I plus important que le d'éthyle. Donc l'acide propionique ici, il va être relativement plus acide que ce dernier. D'où le classement suivant. Donc FCH2, il est plus acide que ClCH2OH, que BrCH2CO2H, que l'acide propionique, que ce dernier. Donc voilà pour cette séance. Alors, je vous remercie pour votre attention et la prochaine fois, voilà, on va étudier l'effet mésomère.